Je vais passer la parole à Guy Rousseau. Donc Guy Rousseau qui est psychanalyste, il a travaillé, il travaille depuis 40 ans dans le champ de la psychothérapie institutionnellement. Je suis fatiguée. De la psychothérapie institutionnelle, j'espère que je ne vais pas en faire d'autres comme ça. Il a surtout travaillé au centre de Guémouvry, qui accueille des enfants qui souffrent de psychose et d'autisme. Donc il est le président de l'association Continuo Ostinato, qui a, entre autres, organisé une journée consacrée à François Toscaïès, et dont les actes sont édités dans la collection La Boîte à outils, qui s'inscrit dans le cadre de la revue Institution. Alors, pour éviter de dire encore des bêtises, je lui passe tout de suite la parole. Merci. Je vais ajouter quelque chose. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est se réfère à une histoire qui date de 40 ans. Et je terminerai là-dessus, mais je vous le dis dès le début, à une rencontre qui était, il y a 40 ans, au congrès des sociétés pro-marines de Lille, lors d'un atelier, c'était une rencontre avec François Toscaïès et Jean Maury. Donc je peux dire qu'il y a eu un avant et un après. Donc j'ai fait un texte, je vais le lire. C'est toujours un petit peu délicat, mais bon, voilà, je vais faire comme ça. Ça s'appelle l'hospitalité de Procuste. Je lis deux phrases en exergue de mon texte. L'une d'André Pichot, qui est un chercheur au CNRS, qui est historien des sciences. Si je proteste, c'est avant tout contre cette machinisation de pacotille de notre imagination scientifique, qui tue notre capacité à accueillir l'imprévu. C'est contre ce magma d'ignorance niée, recouvert d'un vague vernis, cette brutalité de boucher vis-à-vis de choses qui exigeraient la douceur la plus circonspecte. Et puis une seconde phrase, parce que ça va être le thème un petit peu de mon propos. Cette langue, presque informe, qui meurt à peine née, elle se perd sur le champ à l'usure même. Aussitôt, elle est transformée dans le pain que l'on demande, dans le chemin qu'on vous indique, dans la colère que frappe un jour. Alors, il frappa à la porte, 3 coups brefs. Celle-ci, comme par magie, s'ouvrit, dans le plus parfait silence. Il fut accueilli par une lumière violente, un projecteur peut-être, dirigé vers lui, et qui l'aveuglait. Il cligna des yeux, mit sa main droite devant eux, il entendit une voix forte lui lancer « Entrez, entrez donc, avancez, mais avancez, voyons, n'ayez pas peur !» Philippe Claudel, dans son roman L'Enquête, met en scène l'entrée dans un monde post-humaniste dont le nom est l'entreprise. Monde numérisé, d'une luminosité sidérante qui accueille tout un chacun sous l'éclairage du savoir scientifique, réduit à sa caricature, disqualifiant ainsi la fragilité humanisante de la naissance ordinaire. L'accueil de l'autre, mais qui dirige le faisceau lumineux et que cache l'objectif? L'accueil de l'autre est une épreuve sans mesure qui, quelle que soit l'époque, affecte en les mettant en question les principes communs, y compris aujourd'hui le principe dit de précaution. Reconnaissant l'angoisse au cœur de chacun, les anciens étaient capables d'affronter ces organisations défensives qui, telles celles de Procuste, prétendaient maîtriser la subversion de l'autre. Il recouraient au mythe. Fils de Poséidon, dieu des flots, mais aussi des mers en furie, Procuste n'avait rien à envier aux experts transhumanistes qui prônent l'usage des technosciences pour rectifier et optimiser les qualités physiques, psychiques d'un nouvel homme neuroéconomique. Selon l'intérêt que l'on portait à son action, il fut affublé des noms différents de la rééducation, celui qui martèle pour allonger, de la délinquance, le nuisible, de la prévention des risques, celui qui frappe par avance, ou de la domination, le dompteur qui maîtrise la sauvagerie animale. Au bord de la route menant d'Athènes à Éleusis, la cité des mystères, il guettait les nomades venus de derrière le monde, les voyageurs égarés, les marchands itinérants, les pèlerins en quête d'au-delà, tous étrangers en errance, hommes des rues à qui il offrait l'hospitalité. Sa méthode de résolution de problèmes, masquant une sourde haine, consistait à les ligoter sur un lit, utilisé comme gabarit. Si leur taille n'était pas à la dimension adéquate, il l'optimisait, ajustant l'hôte aux côtes de sa couche, l'écartelant ou tranchant dans ses chairs pour le formater sur mesure. Était-ce pour parfaire ses compétences en hospitalité
que ce mystérieux équarrisseur convertissait son havre d'accueil en milieu de boucherie, réduisant l'autre à sa propre viande. Une version ancienne du mythe de Procuste rapporte que celui-ci avait acquis dans son enfance la certitude qu'il était le prototype même de tous les êtres humains. Sous le regard moqueur mais aussi jaloux des autres dieux, il serait descendu sur terre pour leur prouver leur ineptie. S'obstinant dans son narcissisme, ne reconnaissant pas son égarement, il a voulu ouvrir une auberge, ouvert une auberge, lieu d'accueil accrédité par sa propre raison évaluatrice, pour supprimer ce qu'il éprouvait comme une angoissante étrangeté. L'outil numérique ne sert-il pas, lui aussi, à trancher dans la chair des mots? Numérisée, la langue de l'entreprise devient en effet hermétique à l'imprévu. Sa toise rejette l'accueil sans calcul que requiert la décence ordinaire. Le mythe de Procuste pourrait-il illustrer les risques encourus par le sujet contemporain confronté aux nouvelles organisations? Sans doute, si, comme le disait Tosquelles, aux origines des sociétés de promarine, on oublie d'analyser en permanence la gestion politico-administrative de son habitat. Tosquelles, qui, comme Orwell, dans le rang du Poum, lutta pour tenir cette position et risqua d'être fusillé par les fascistes, par les communistes et par ses propres amis. Car le principal risque est sans doute celui de la destruction des conditions sensibles d'accueil nécessaires à l'éclosion du dire dans le hamac des mots. Alors, je crois que je vais essayer de lire et puis vous résumer des passages parce que je crois que mon texte est trop long. Je ne traite pas du tout. On en est aujourd'hui à ce qui ne doit plus se dire. La langue de l'entreprise, celle du management global dont Philippe Claudel a fait fi par unique souci d'efficacité marchande, élimine la question qui se pose au sujet, c'est-à-dire que nul ne peut s'engager à dire sans s'appuyer sur ce qui est déjà là, sans franchir l'écart qui permette d'habiter la langue qui lui préexiste. Jusque dans le champ de la santé médico-sociale, cette langue de l'entreprise a contaminé le discours courant. Elle a gangréné de ses certitudes aussi bien les propos communs que des textes de spécialistes ou des textes officiels. Son instrumentalisation numérique fait planer une menace sur l'habitat de l'être parlant. Cette question, qui relève de ce qui ne doit plus se dire aujourd'hui, mérite pourtant d'être posée. Ça n'est sans doute pas un hasard si le progrès a substitué le mot organisation à celui d'institution. L'étymologie juridique de celle-ci, le testis, renvoie au témoin, alors c'est le Zeuge en allemand dont parle Freud, enfin je ne vais pas vous faire... L'étymologie juridique renvoie au testis, au témoin, au sexe et à la mort. Elle cherche à maîtriser le désir du sujet, mais elle ne peut toutefois empêcher son échappée. Et on pourrait même dire que s'il y a du sujet, c'est justement dans cette échappée. Soumise aux politiques sous la forme de l'institution, elle pouvait mettre en jeu un mouvement assurant les paroles singulières. À la différence de l'institution structurée comme un langage, l'organisation numérisée s'est modelée sur l'entreprise, qui programme désormais la mise en ordre chiffrée de singularités figées. L'organe, instrument de travail qui peut être un instrument de chirurgie, est l'origine d'organisation qui renvoie à l'action de pourvoir un corps d'organe ou de sa découpe. Il entraîne dans son sillage une série de signifiants qui confortent les visées instrumentales de l'entreprise. Ce sont des signifiants qu'on emploie tous les jours aujourd'hui. Dispositif, qui est l'énoncé final d'un jugement, c'est-à-dire final, mais aussi un aménagement guerrier. Transparence, rendre visible ce qu'on soupçonne caché, et il y a du soupçon dans cette affaire, on n'est plus dans l'accueil sans question. Alain Ray ajoute d'ailleurs, réclamer la transparence n'a aucun sens si on néglige d'apporter la lumière. Au sens figuré, la transparence est parée d'une vertu active alors qu'elle ne marque qu'une virtualité. Protocole, ce collé en premier, qui inspire le respect de l'étiquette. Démarche qualité, alors la qualité, vous savez que l'origine de la qualité, c'est la mesure du fût du canon. À l'origine au XIXe siècle, le mot qualité servait ça. Bon. Réseau, un mot fétiche de notre époque, c'est toile ou filet à gibier, artifice par lequel on s'empare de quelqu'un ou de son esprit. Les étymologies signifiant de la modernité renvoient peu ou prou à des actions militaires efficaces, offensives ou défensives. Elles servent les techniques de la domestication.
Or, les sciences dites humaines, mises au service des organisations, se sont aussi appropriées le nom de Procuste, dans le but de rendre homogènes leurs évaluations statistiques. Alors, le nom de Procuste, c'est le nom de plusieurs logiciels, c'est intéressant. En mathématiques, l'analyse procustéenne est une technique qui consiste à étudier la distribution des formes numérisées. Son nom vient de la nécessité, pour éviter un biais, de donner la même taille à tous les spécimens afin de faire un calcul et d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Là encore, la mise à l'échelle de l'étrangeté a pour fonction, en supprimant les écarts, d'évacuer l'hétérogène, source de mouvements, de conflits et de malentendus. Avec les meilleures intentions économiques du monde, les stratégies managériales se sont employées à traduire leur univers dans la langue de l'ordinateur. Elles l'ont étendu au champ de la santé et du médico-social, au gouvernement tyrannique des hommes. Elles ont ainsi substitué une gouvernance harmonieuse des choses qui masque par son système calculateur l'exercice même du pouvoir d'emprise. Et alors, pour avancer, je voulais parler, mais je vais peut-être passer un petit peu d'une fiction, d'un roman fictionnel qui a été écrit en 1920 et quelques par Evgeny Zamyatin, dont Orwell d'ailleurs dit qu'il a pompé un certain nombre de choses dans Zamyatin. Et Zamyatin parle d'un état unique qui est fondé sur le calcul. Et pour le bien de tous, il fait de l'un avec l'autre, ce qui pourrait être la définition du totalitarisme. C'est-à-dire au nom de ce qu'on appelle une égalité, d'ailleurs. Il y a une sorte de humanité généralisée. Alors je vous lis juste une citation. « Soumettre au joug bienfaisant de la raison tous les êtres inconnus habitant d'autres planètes, s'ils ne comprennent pas que nous leur apportons le bonheur mathématique exact, notre devoir est d'être forcé à être heureux. Mais avant toute arme, nous utiliserons celle du verbe, mais d'un verbe qui est transformé, c'est-à-dire que les signifiants deviennent des signes. Dans une langue qui est vitrifiée, le bonheur numérique exact est à ce prix. Le cercle vicieux dans lequel nous engage la numérisation est celui d'une humanité consensuelle. Pour Agamben, l'organisation des camps visait à réaliser l'exception d'une façon permanente et généralisée, de la chiffrer pour la faire entrer dans la norme officielle. Alors, je voudrais ajouter, oui, que la Haute Autorité de la Santé, en déclarant la psychothérapie institutionnelle non consensuelle, à mon avis, je pense qu'elle lui rend un service. Parce que le non consensuel, c'est effectivement ce qui protège ou garde quelque chose d'une possibilité d'existence du sujet. C'est effectivement la possibilité de mettre en place des conditions d'une rencontre avec l'inconnu qui guide son action. Ainsi, je pensais à ce que dit Olivier April à propos du GTPSY qui fonctionnait, vous savez, d'abord à Saint-Alban puis à la Borne. Les animateurs, donc, dit-il, de l'avant-garde psychiatrique étaient moins une société savante qu'un groupe vivant, capable de remettre en cause les propos de chacun par la volonté permanente de ne pas s'en laisser passer une. C'est-à-dire mettre en jeu la possibilité du conflit, la possibilité de dire. Et dire, c'est effectivement ne pas être d'accord. Et on peut penser qu'aujourd'hui, cette dimension-là, c'est ne pas être d'accord qui devient insupportable. C'est un parti pris, bien sûr, non consensuel, qui prend le risque du débat visage à visage. Je passe un petit peu. Le jeu est un autre, ramaldien. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai voulu écrire ça sur mon ordinateur, essayer, l'ordinateur ne veut pas écrire jeu est un autre. Vous indique que c'est pas possible, hein. Ça ne va pas. Et donc, le jeu est un autre, ramaldien, s'évanouit dès lors derrière la formule inclusive, je dis bien inclusive, nous autres sommes jeux. C'est une formule scientiste au cœur des préoccupations de la gouvernance, dont le système d'inclusion numérique associe les usagers en son centre. Les nouveaux textes ne parlent-ils pas d'inclure le handicapé dans la société? Les stratégies commerciales de l'entreprise utilisaient déjà ce système inclusif, évitant l'altérité du tu et du vous, ça a été dit d'ailleurs ce matin, avec ce slogan publicitaire, avec telle marque, je positive. Ainsi, le roman d'anticipation zaviative nous met la formule du totalitarisme, faire de l'un avec l'autre, c'est-à-dire homogénéiser. Et ce que certains appellent un totalitarisme pragmatique,
se référant à la preuve par les chiffres, on peut s'étonner que les textes des recommandations officielles bannissent toute psychogenèse. Leur calcul procustéen exclut de prendre en compte l'expression sensible du symptôme autrement que comme un grain de sable à extraire de ses rouages. L'enfant, privé de sa position d'être parent, exclu d'une relation autre que génétique avec ses parents, risque d'être appréhendé sous l'angle économique, addition de fonctions ou soustraction de déficit. Le résultat de l'opération, sourde au dire du symptôme, peut dans de nombreux cas conclure à la désignation d'un handicap. En effet, la nouvelle langue du médico-social a fait apparaître les signifiants témoins d'une parole en souffrance, a fait disparaître, excusez-moi, c'est un lapsus, mais bon, a fait disparaître les signifiants témoins d'une parole en souffrance pour adopter ceux d'un état chiffrable à réduire ou à compenser. Et donc nous subissons dès lors une sorte d'expansion du domaine du handicap. Le champ de la pédopsychiatrie, et on le voit en œuvre, glisse inévitablement vers le champ médico-social. Celui-ci étant lui-même de plus en plus aspiré par l'éducatif, qui, dans l'embarras, recourt systématiquement aux techniques de domestication. Pour gérer les dysfonctionnements symptomatiques de l'économie individuelle, il ne reste plus dès lors qu'une alternative au traitement de la psychopathologie de l'enfant, se soumettre aux compétences de l'entreprise, au sens de Philippe Claudel, et à sa gestion sécuritaire. Ce nouveau signifiant au centre du discours de la modernité, ayant délivré l'enfant fou de ses chaînes, on s'attache désormais aux nouveaux fétiches fournis par la technoscience, les caméras de surveillance, les chambres de contention, les systèmes d'alarme, les bracelets électroniques, j'en passe, enfin la ritaline, enfin, etc. Et avec cette autre conséquence propre à l'ultralibéralisme que rapporte Yann Diner dans On agite un enfant. Karl Pfizer, pionnier du marketing pharmaceutique, avait l'habitude de déclarer à ses employés « Il faut créer des malades ». On s'étonne à peine que cette manipulation d'un petit homme pris au rais de la toile du marketing fasse exploser le spectre de l'autisme. Sur les enfants les plus malléables, s'expérimente non seulement la rationalisation algorithmique de l'existence, mais aussi des prescriptions de nouvelles molécules utilisées sur leur versant répressif. Je dis bien sur leur versant répressif. Alors qu'il y a encore 10 ans, elles étaient quasi interdites pour traiter les conduites des jeunes de moins de 18 ans. Si le champ médico-social jouit de ce totalitarisme pragmatique, c'est que sa langue a été depuis plus de 20 ans empoisonnée par celle de l'entreprise. À la fragilité du hamac des mots, les textes ont substitué la sécurité de l'armure des signes. Et donc, je voulais... oui, j'ai encore du temps. Je voulais passer au principe du novlangue, qui est l'appendice de 1984 de George Orwell. Et je trouve extrêmement parlant ce que George Orwell nous met. Alors, il nous parle bien sûr de l'œil du grand frère, etc. Mais ça se double d'une langue qu'on réduit, comme il dit, nous taillons le langage jusqu'à l'os. C'est-à-dire que c'est la chair des mots qui disparaît. Et c'est un modèle, ce petit texte, des méthodes rééducatives performantes par un usinage de la langue et la dévaluation de la parole. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects, je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, mais je vous renvoie à ce texte-là. Il y a deux aspects qui me semblent intéressants de repérer, c'est que les mots sont taillés jusqu'à l'os, comme il dit, c'est un des aspects, et l'autre aspect, c'est que la dimension d'énonciation de celui qui parle est dévaluée. Bon, hein, le chiffrage, finalement, les chiffres, ça n'a pas de sens. Ce qui est dévalué, c'est cette dimension-là, la dimension d'énonciation. Donc, au ministère de la Vérité, au Commissariat aux Archives, enfin, je vous passe sur toutes ces désignations-là, parce qu'on peut faire des liens très très rapidement et très vite sur... bon, alors, il parle là de 3 vocabulaires, A, B et C. Le vocabulaire A comprend une liste réduite de mots de la vie quotidienne. Et ils sont formatés sur le modèle informatique 0,1, sans autre raison que la manipulation en un seul clic, contenant lui-même le mot. Alors par exemple, le mot bon, il y a l'un bon ou le plus bon, moins bon. C'est tout, on s'arrête là. Et alors ça donne ces choses-là, je passe un peu plus vite, excusez-moi, mais ça donne ces choses-là, par exemple, si on prend le mot bientraitance, qui renvoie à maltraitance, entre les deux, il y a des nuances d'attitude, des gestes, d'humanisation du petit homme, là, qui sont complètement évacués.
je sais pas, la compassion, la tendresse, l'attention, l'empathie, je prends volontairement ces mots-là, qui, déconnectés de leur sens dans un contexte particulier, peuvent désormais tomber sous le coup d'une accusation de maltraitance. Et je crois même qu'en éliminant ces nuances et la sensibilité que requiert le souci de l'autre, on peut aboutir à des aberrations comme celle qui constitue à désigner comme maltraitante la méthode du packing, qui est fondée sur l'accueil et la présence de l'autre. Ainsi, c'est le souci de l'autre qui devient maltraitant. On devient suspect aujourd'hui, plus souvent qu'autrefois, quand on est humain. C'est une phrase de Gisela Pankov. Bon, alors, je pourrais prendre d'autres mots, je vais passer un petit peu plus vite, parce qu'il y a des mots comme good practice. En anglais, je peux le dire en anglais pour ne pas le dire en français, parce que ça ferait un peu long dans ces circonstances-là. Hein, c'est-à-dire on trouve ça dans Orwell. À mon avis, je crois que Orwell est dépassé aujourd'hui, mais enfin, bon, hein, ça va encore plus loin. On sait que la multiplication des items du DSM, ce qui est doit à la communication informatique mondialisée. Un seul terme pour chaque sens, un sens pour chaque terme facilite son abord, simplification machinique qui offre l'avantage d'établir des tarifications précises pour chaque acte de soin, mais aussi pour chaque temps de parole. Et on dit, comme vous le savez, qu'aujourd'hui, oui, rappelez ça l'autre jour, aujourd'hui, à l'hôpital, les infirmiers ont quasiment pas le droit de parler aux malades parce que c'est du temps mesuré et qu'on ne peut pas prendre ce temps-là. Hein, on en est à des choses de cet ordre-là qui sont dans Orwell. Orwell disait, ne voyez-vous pas que le véritable but d'une langue est de restreindre les limites de la pensée? Il faut que j'avance, alors, deuxième point, je vous disais, c'est l'anesthésie de l'énonciation. Alors, c'est la force des textes, des décrets, des circulaires, rénovant l'action médico-sociale, par exemple, que se référer à une accumulation de données technoscientifiques irréfutables qui anesthésie les interrogations de la vie vivante, ordinaire. Ce qui oppressait plus Winston, confronté à son bourreau, était la conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Et Orwell dénonce ce pouvoir-là, hein, d'un savoir qui vient se substituer à la rencontre. Hein. Je vais avancer encore, excusez-moi, mais et donc, je vais vous parler de cette transmission d'évaluer. Alors, l'une des conséquences du consentement aveugle à l'image numérisée et en réponse à tout, sur les faits comme sur les fantasmes, est le blocage de tout mouvement singulier de transmission. Une propagande insistante nous assène à longueur de journée que le numérico-cognitif doit être placé au cœur de l'enseignement et du soin. Pas une semaine ne se passe sans que le titre du cahier Sciences, Santé ou Éducation des grands quotidiens ne comporte le mot hôpital numérique, école numérique, soins numérisés. Petit à petit, les institutions basculent à tour de rôle dans l'univers des réseaux. Cette promotion d'un idéal de communication sans défaut est soutenue par exemple par le philosophe Michel Serres. Dans une interview récente au journal Libération, il affirme que les problèmes pédagogiques trouvent une solution grâce aux moyens d'accès à l'information. Et il argumente ça ainsi. Quand je rentre dans mon amphi, je me pose la question, quelle est la probabilité pour que mes étudiants aient déjà tapé sur Wikipédia le sujet de mon cours? C'est ce que j'appelle la présomption de compétence. Avant, j'entrais avec la quasi-certitude que mes étudiants ne savaient rien de la discipline que j'allais leur enseigner. Il y avait présomption d'incompétence. Utilisant la mémo fétiche de la langue de l'entreprise, il est étonnant que le philosophe évalue ainsi son deal. C'est son enseignant, sans doute, qui procède d'un contenu figé, que la tonalité d'expression de ce qu'il enseigne n'existerait plus. À la présomption d'incompétence, les étudiants d'autrefois, mais faut-il parler d'autrefois, c'est-à-dire à l'accueil de leur aspiration fragile, qui est le point d'appui au désir de savoir, la présomption de compétence d'aujourd'hui nous exonère de la présence à autrui. Elle abandonne leur attente sous les rayons aveuglants du savoir. Conception machinique, etc. Et enfant instrumentalisé, parce que dont je passe, client, consommateur, dont l'autonomie est auto-normée. Connectant, je pense qu'aujourd'hui, on revendique de nouveaux mots, on va changer les mots, mais quand on parle d'autonomie, c'est dans ce système général, et qu'on pourra très vite parler d'autonomie.
Son symptôme, machine hyperactive, par exemple, se multipliant au fur et à mesure que mes liens se virtualisent, fait retour dans le réel. Alors, une logique de performance, je vais... j'ai encore 5 minutes seulement. Pour un petit peu plus. Ça fait à peine une demi-heure. Ouais, bon. Alors, bon, je vais passer sur plein de choses, je suis désolé parce que j'avais plein de choses à dire. Et c'est un débat, je voulais dire, je vais passer à ça parce que j'ai envie de dire en fait, hein, mon propos ici, c'est pour pouvoir dire. C'est-à-dire, au fond, cette démarche dont j'ai parlé de la psychothérapie institutionnelle, c'est comment peut-on aujourd'hui encore conserver les conditions du dire. Parce que partout on dit on va parler, on parle, on se parle, etc. Mais dans quelles conditions? Et en particulier par rapport aux conditions de la langue qu'on emploie. Et je pense que là-dessus, on pourrait dire Tosquelles a pris les armes. Et là-dessus, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas céder si on cède, et je sais bien qu'on cède, on est pris quelquefois dans des systèmes, on ne peut pas faire autrement. Mais il n'empêche que si on cède sur les mots, on cède sur les choses. Et on entre dans ce système qui nous mène à l'ordre économique, qui est d'ailleurs en œuvre déjà aujourd'hui. Et la vérité qui ne peut pas se dire, au début des années 80, alors que nous rendions visite à John Rosen, auteur de l'analyse directe, un journal de Philadelphie aux États-Unis titré en pleine page sur le ton de la dérision, John Rosen, l'homme qui croit qu'on peut parler aux fous. C'était précisément l'époque où le DSM se développait aux États-Unis, ses classifications numériques dans l'objectif de maîtriser la gestion économique de la santé dite mentale. Et à ce propos-là, John Rosen souriait à la lecture de l'article. Lui-même avait une réaction. C'était la réaction la même que celle de Lacan qui disait la communication, ça me fait rire. Il vous dit pourtant avec des accents d'Apolésie, travaillez en petit groupe, ne regardez pas le tyran qui vous surplombe, alors il s'effondrera comme un colosse au pied d'argile. Ne parlez pas sa langue, alors il s'effondrera comme un colosse au pied d'argile. 30 ans après, le tyran s'est effondré au télécran d'honneur de la démocratie, et les regards se sont tournés vers le savoir numérisé. L'interprétation nous est toujours adressée. Comment peut-on parler aux fous sans la protection d'un écran? Alors il y avait quelqu'un, c'est Winnicott, qui a... Le problème n'est pas nouveau, c'est aussi ça qu'on ne réalise pas aujourd'hui. On dit que certains de ces propos-là, il ne faut plus les dire. Il ne faut pas se fâcher, quoi. Enfin, il ne faut pas le dire. Hein. Mais Winnicott, qu'est-ce qu'il disait à travers ce qui met en œuvre les territoires intermédiaires, vous savez, que c'est les espaces d'illusion qui font apparaître ce qui est désiré à la fois, est créé et trouvé. Trouvé et créé à la fois. Hein? La réalité psychique intérieure et le monde extérieur dans la perception commune à deux personnes de ces phénomènes transitionnels qui recouvrent tout le domaine de la culture, laissant ainsi entendre l'appétence symbolique du nouveau-né et l'invariant culturel nécessaire à la réalité psychique. C'est pas rien cette chose-là. Parce que ça pose des questions qui sont des questions politiques. Et il dit, alors dans un article où il se fâche vraiment, Winnicott, il répond à un article, il dit le mot, il est vraiment dans une colère noire, il dit le mot mal ajusté, le mot inadapté, qui dans les années 20, traversant l'Atlantique, dans les bagages de la guidance infantile, nous a été vendu, ici, il dit vendu, en même temps, un enfant mal adapté d'un enfant, garçon ou fille, au besoin de qui quelqu'un n'a pas su s'adapter à tel stade important de son développement. Le problème, ajoute-t-il, c'est que cette surprenante sursimplification doit séduire les gens dont on a besoin pour financer le travail social. Bon, je ne fais pas de commentaire. Il ajoutait qu'il chercherait à tuer par le ridicule ces discours de la domestication, sinon, disait-il, il faudra la guerre, et la guerre sera politique, comme entre une dictature et la démocratie. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Qu'au risque, nous dit-on, de renforcer le totalitarisme. Cette violence est sûrement un symptôme, mais en même temps, elle indique des choses. Alors, il y a un deuxième personnage de l'histoire dont je voudrais parler, c'est Bettelheim. Bettelheim, dont vous savez qu'il ne faut plus parler aujourd'hui au nom de certaines erreurs qu'il aurait faites, etc., ce qui est possible. Mais est-ce qu'on pourrait en discuter? Et Bettelheim, qui connaissait bien la langue allemande, finalement, dans un article du New Yorker, qui date de 1982, il dénonce la distorsion systématique fondamentale subie par la version anglaise des œuvres de Freud.
Et il emploie même le terme proustéen d'excision. En totale contradiction, par exemple, avec le Seele freudien, le mind, le mental, et plus rigoureusement scientifique, remplace le soul, l'esprit ou l'âme, jugé trop littéraire. Or, Freud écrivait avec des mots tous les jours qui sont devenus des concepts. La réécriture de son texte par les experts de l'égopsychologie fait l'impasse sur la complexité de la réalité psychique pour développer une conception savante, scientiste, mécanique. La langue athéorique de l'entreprise induit ainsi une compréhension pseudo-scientifique de l'inconscient. Autre exemple, alors Freud travaillait ces questions souvent en cherchant à s'inventer un interlocuteur, vous savez. Aucun des textes comme ça, traduits en anglais, ne traduisent ça. Et de là, il fait remarquer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. On s'adresse à des gens, et Bettelheim dit qu'en toute connaissance de cause, elles ont pour effet la méconnaissance de la pensée freudienne, devenue outre-Atlantique, science de la nature. C'est Bettelheim, ça. Outre-Atlantique, d'où elle nous revient aujourd'hui, épurée, en compagnie des sciences expérimentales, et invite au dialogue consensuel. Reste que Bettelheim incitait un véritable retour à Freud, à sa langue et à son tranchant symboligène. Dans leur exécution numérique, des stratégies de la communication ne l'interdisent pas, bien sûr. Et c'est là tout le tour de passe-passe aujourd'hui. Elles effacent sa dimension conflictuelle. Et je pense que la dimension de non-consensuel, on n'est pas dans l'interdit, bien entendu. Si on était dans l'interdit, ça provoque du refoulement, on pourrait lutter, enfin il y a quelque chose qui peut se travailler. On est dans le non-consensuel. Le non-consensuel, ça veut dire, faites, allez-y. Sauf que vous allez dans un établissement, j'ai de nombreux témoignages aujourd'hui de jeunes psychologues qui font référence à la psychanalyse. On leur dit, non, nous ne sommes pas consensuels, on ne comprend pas. Ce qui veut dire que dans une génération, ça peut ne plus exister. Hein? Parce que d'ailleurs, Lacan disait un jour, hein, la psychanalyse peut ne plus exister. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Mais c'est dommage parce que je voulais parler d'un lieu pour dire. J'ai quand même. Bon, vous me donnez quand même bien 5 minutes. C'est beaucoup trop long. Bon, ce que je voulais dire, d'un lieu pour dire, c'est justement ce travail-là. Ce travail-là, on avait nommé un lieu pour dire une institution dont vous avez entendu parler, puisqu'il y a des gens qui continuent à faire ce travail, à l'Atlantique, Centre de Guévry, et on ne savait pas ce qu'on disait en fait. Ça entrait dans l'ordre de la fiction, dans l'ordre de l'invention, et peut-être d'une sorte de naïveté, de réenchantement du monde, pourquoi pas. Mais c'est aussi quelque chose qui permet d'entraîner dans le désir un certain nombre de, comment dire, je voudrais peut-être reprendre et relire. Alors, je lis la fin. Bon, voilà. Évoquer la psychothérapie institutionnelle, c'est évoquer une cure de désintoxication du monde sans autrui de la communication numérisée. Il dissout les arts du bien collectif dans un nous autres virtuel. C'est aussi soutenir les valeurs de partage et d'échange en ranimant ces intensités sensorielles floues que Merleau-Ponty appelle les résonances sauvages, qui sont au-dessus de l'abîme, des passerelles diaphanes, quantité de mots piailles comme des oiseaux, ça c'est doué, résonance phonique, interjection, respiration, silence, tout ce qui rythme le discours du sujet et suit le mouvement des petits riens sur le chemin du dire. C'est ce que François Tosquelles nommait la fonction poétique du langage, fonction d'articulation qui tente de préserver sur fond culturel la précarité du cheminement vital d'un être parlant comme entre singulier et pluriel. La poésie, écrivait-il, bien qu'écrite avec beaucoup de soin, est faite pour être écoutée et s'accorde mieux avec le chant et la musique qu'avec la grammaire normative et la logique. Il faut laisser le discours poétique suivre son propre chemin sans interruption intempestive. Ce sont ces métaphores, métamorphoses que l'ingénierie hospitalière de campus risque de découper en morceaux dans la chair vive des mots, si on y prend garde. Une sauvegarde des conditions d'accueil sans question est-elle envisageable aujourd'hui, sans interroger la politique des choses et sa langue, hein, donc la double aliénation dont je voulais en parler avant, on parle oui, l'aliénation psychique, l'aliénation sociale. On ne peut pas, je veux dire que c'est nécessaire si on veut continuer à dire. Et donc, je vous dis ma conclusion. Le personnage gelé du roman de Philippe Claudel avance dans le monde fluide de l'entreprise,
monde désymbolisé, constitue l'espace qui se déforme comme du chewing-gum à mesure qu'il progresse. Sans sol, réduit à une fonction, il finit par être étouffé par le pouvoir sans limite de la pulsion de mort. Entrez donc, avancez, mais avancez donc, n'ayez pas peur. Considéré comme une ressource humaine, ne recevant que des questions en retour à ses propres questions, il n'a pas trouvé l'espace d'accueil qui lui permet de faire l'écart que requiert la subjectivation. Et par rapport à une chose qui se disait ce matin, je pense qu'il y a nécessité d'articuler le lien et le lieu. On ne peut pas dire l'un ou l'autre, mais il y a une articulation qui me semble nécessaire. Il n'a pas rencontré cette autre façon d'habiter le monde dans un langage sensible à l'indicible, singulier, dérangeant, théâtral, pour faire diversion à la pulsion de mort. Puisqu'il est question dans cette 62e journée nationale de pro-marine de l'avenir des pratiques face aux effets des nouvelles organisations, je voudrais rappeler un souvenir d'avenir datant du début des années 70. C'était à Lille où se tenait le congrès national de pro-marine. Bardé de ces théories qui font rempart à l'angoisse, je découvrais pour la première fois les pratiques de soins institutionnels en participant à un atelier dont j'ai tout oublié. Le titre, les contenus, les débats, y compris le sens. Avançant sur le fil du funambule, le soin s'équilibrait du balancier de la psychiatrie et de la psychanalyse. Le groupe était animé par deux hommes aux silhouettes contrastées et que je vous laisse le soin de reconnaître. L'un, petit, aux rondeurs joviales, parlait sans cesse avec force geste, d'une voix rocailleuse et chantante à la fois, dans une langue qui m'était incompréhensible. Sauf un mot peut-être, et je crois que c'est le premier mot que j'ai compris, et qui m'avait fait rire, pourri disciplinaire. Une langue rythmée de coupures et faisant diversion. Le second élancé, parlait peu, mais comment pouvait-il faire autrement, d'une voix douce et réfléchie, pénétrante pourtant. Il ne s'en laissait pas passer une. Aux interjections qui scandaient le discours du premier, au long silence du second, s'entendait dans la façon dont se posait leur voix la précarité du lieu que l'on parle, la fragilité de la valeur humaine, l'instabilité de ces mots sans cesse emballés, évanouis, perdus sur le champ par l'usure même. C'est pourtant cette musique illusoire, inévaluable, résistant à l'érosion du temps des arpenteurs et dont la vérité métaphorique s'incarnait dans des gestes, qui a creusé un sillon après que le sens se soit perdu, et qui m'a accompagné dans ma pratique avec quelques autres, dans l'insistance d'un continuo ostinato, depuis 40 ans. Aujourd'hui, dans la boucle du temps, son timbre fait retour, et bien qu'il s'échappe, je reconnais pour la première fois son point de départ, comme la vibration d'un accueil à venir.